Dans ce webinaire pour aborder un sujet très important ces derniers temps, qui est la RSE. Je suis Karine Krajda, directrice au sein du cabinet Axis Odyssée, et je vais animer ce webinaire. La RSE, responsabilité sociale des entreprises, est un enjeu stratégique pour les entreprises ces derniers temps. Dans le business travel, la RSE est souvent associée au bilan carbone. Nous vous proposons aujourd'hui de découvrir dans ce webinaire comment un SBT, outil de réservation en ligne, peut impacter positivement une stratégie RSE dans une entreprise. Nous nous appuierons sur l'expérience de l'outil Cytric et donc avec l'expertise d'Emmanuel Casado. Bonjour Emmanuel. Bonjour Karine. Product Strategy Lead au sein d'Amadeus Cytric Solutions. Et de Jean-Christophe Carrette. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Karine. Sales Directeur au sein de Amadeus Cytric Solutions. Absolument. Parfait. Avant de commencer, il est quand même important de repositionner la RSE dans le business travel, car comme je le disais au début, on va souvent parler de comment je calcule mon bilan carbone, quelle est ma compensation, etc., etc. Sauf qu'en fait, finalement, dans la RSE, on a deux autres leviers qui sont importants, deux autres piliers, qui est le pilier sociétal aussi, donc c'est comment vont mes voyageurs, est-ce que mon process sûreté est complet au sein de mon entreprise quand j'ai des personnes en déplacement, et quid de mes voyageurs handicapés, potentiellement. Et un dernier point qui est l'économique, le sujet économique, avec potentiellement le choix de mes partenaires, de mes fournisseurs. Est-ce que ce choix est rentable pour moi, mais aussi pour mes fournisseurs? Et quel est l'engagement de ces fournisseurs dans la RSE au global? Emmanuel, donc comme indiqué lors de l'introduction, la mise en place d'une stratégie RSE au sein d'une entreprise, c'est quand même très important. Elles doivent aussi, du coup, s'appuyer sur leurs partenaires. Du coup, ça m'amène à poser une question. Comment un éditeur peut aider les entreprises à tenir compte de tous les piliers RSE dans sa stratégie de développement? Oui, alors effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un élément très important. Et d'ailleurs, je vais commencer par un chiffre. On a conduit une étude l'année dernière, en fait, avec Forrester, donc qu'on a commissionné. On a publié ça en novembre 2022. Et en fait, c'était auprès de décideurs dans le voyage d'affaires. On a demandé en fait à des gens de RH, de IT, des travel managers, de finance. Et en fait, ils nous expliquaient, et 66% d'entre eux, les interrogés, disaient que remplir leurs objectifs de RSE était une initiative vraiment prioritaire pour les 12 prochains mois. Et donc, je vais m'appuyer un petit peu sur Amadeus aussi pour vous expliquer, pour essayer de comprendre ça. Donc, c'est vrai que nous, on s'appuie en fait sur 3 piliers. On fait ça de manière un peu holistique. Donc, effectivement, il y a l'aspect développement durable. Donc, il est important de pouvoir mesurer les déchets, la pollution, éventuellement aussi de voir tout ce qui est émissions à gaz à effet de serre, le changement climatique, conduire un impact social. Donc, on va en parler. C'est tout ce qui est donc relations sociales, la diversité, le capital humain, la santé et la sécurité. Et le troisième volet, c'est important aussi d'avoir une relation de confiance et d'intégrité. Et pour ça, en fait, la sécurité des données est absolument clé. Si je me permets aussi un peu focuser, c'est souvent, donc vous l'avez dit, le développement durable, c'est le point principal. Donc, si on regarde chez Amadeus, en fait, ce qu'on a, c'est une approche stratégique et très collaborative. C'est important aujourd'hui de construire en fait un écosystème avec tous les acteurs. Il faut à la fois, d'une part, alors nous-mêmes transformer notre entreprise. Donc, on regarde l'efficacité de nos opérations. Donc, quelques chiffres aussi, par exemple, le data center d'Amadeus, c'est ce qu'on appelle le neutre en carbone depuis 2019. Et nous avons vocation à avoir l'entreprise totalement neutre pour 2030. Voilà, donc ça, c'est l'objectif. On a pas mal de certifications et on est depuis 10 ans dans la certification Dow Jones en tant qu'éditeur de logiciels et de services. Donc ça, c'est sur la partie vraiment transformer notre entreprise. Donc ensuite, après, changer l'industrie. Et là, donc l'aspect collaboratif est aussi très important pour être en fait travailler avec tous les acteurs, les institutions aussi, et mettre en place donc que ce soit des standards pour le calcul de CO2 etc. Et la troisième partie, c'est accompagner nos clients. Donc là, il est important en fait de travailler ensemble pour délivrer des solutions
qui vont en fait aider à améliorer l'impact carbone et offrir les bons services. Donc vraiment, nous souhaitons nous situer sur l'écosystème complet du voyage. On est à la croisée des chemins en tant qu'éditeur de logiciels entre les compagnies aériennes, les agences de voyage, les corporations aussi, les grandes entreprises. Et ce qui est important aussi de voir, c'est que au-delà de l'aspect réglementaire, c'est aussi une valeur en fait qu'on peut apporter à nos clients. Tout à fait. Merci Emmanuel. Il est vrai qu'en fait, pour un outil de Travel and Expense, il est important d'être transverse et il est important de travailler sur son écosystème pour pouvoir répondre à l'intégralité des besoins. Sinon, on va oublier soit le besoin d'une entreprise, soit un des besoins de l'entreprise, soit un des besoins des voyageurs. Et ça, c'est quand même assez important. Du coup, il y a une question quand même au niveau de la RSE dans le monde de l'entreprise. Ça, c'est pour toi, Jean-Christophe. Est-ce que tu as remarqué des changements, des évolutions ces dernières années à ce niveau-là dans le business travel? Bonne question, Karine, merci. C'est vrai que, en fait, dans le business travel, le monde des entreprises s'est déjà beaucoup attaqué à ce sujet, principalement effectivement sur l'aspect durable, mais on l'a rappelé, c'est pas que l'aspect durable qui compte. Ce que je constate, c'est que la période Covid a été aussi une pause bénéfique dans ce sens-là pour les acheteurs voyage, les travel managers qui sans doute nous écoutent aujourd'hui, pour réfléchir déjà dans un premier temps et puis mettre des plans d'action qui sont peut-être beaucoup plus précis, beaucoup plus exigeants, avec des objectifs qui sont clairement exprimés et une volonté justement de s'appuyer sur les solutions existantes sur le marché pour mettre en œuvre ces aspects de RSE, et pas seulement à titre informatif, mais vraiment à titre de gestion de projet et de pilotage de projet avec beaucoup plus de précision que peut-être que par le passé. On s'en rend compte, par exemple, dans tous les appels d'offres récemment, en tout cas sur les appels d'offres actuels de 2023, les appels d'offres de 2022, où les départements achats, que ce soit des grands groupes ou des PME, insistent énormément sur le respect de leur propre charte, d'être en adéquation avec les chartes pour protéger les conditions de travail, le bien-être, les relations avec les fournisseurs. Donc ça, c'est vraiment de plus en plus présent. Et comme l'a dit Emmanuel, cette tendance-là est renforcée aussi par des aspects davantage de législation. Ça ne nous a pas échappé, hein, toutes les COP qui ont lieu d'une part, mais aussi la loi Pacte 2019, en fait, qui redéfinit même la fonction et le rôle de l'entreprise dans son environnement sociétal. Donc, pour répondre en un mot, oui, il y a beaucoup plus qu'une prise de conscience à l'heure actuelle. En effet, merci Jean-Christophe. C'est vrai qu'on remarque des demandes plus poussées dans les RFP, au niveau des rendez-vous clients-fournisseurs sur la RSE. Moi, je noterais peut-être quelque chose, c'est qu'en fait, on a de plus en plus de demandes. Cependant, la notation, peut-être qu'elle reste un petit peu faible encore en ce moment sur cette partie-là. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que l'entreprise elle a du mal à identifier quel est le levier le plus important pour elle en RSE à ce sujet-là, ou est-ce que c'est juste un problème vu que c'est nouveau? Du coup, on a du mal à faire une grille de notation par rapport à quelle importance on veut prendre la RSE au niveau de notre RFP ou de notre choix de fournisseur. Il y a des priorités à définir. C'est ça, effectivement. Emmanuel, c'est vrai que du coup, quand on parle RSE dans le business travel, donc comme je disais tout à l'heure, je me répète, mais c'est important, on parle souvent environnement. Voilà, et c'est pas neutre. Mais on oublie du coup l'aspect sociétal et économique. Et du coup, moi, ce que je trouvais important d'aborder pour nos auditeurs, c'est aussi de se demander comment un éditeur peut répondre à ces deux aspects qui sont l'aspect sociétal et l'aspect économique. Oui, non, c'est vrai. En plus, aujourd'hui, ce qui se passe dans l'actualité nous met beaucoup sur la partie environnement, mais il faut effectivement pas oublier cet aspect économique et sociétal.
Alors, encore une fois, je pense que c'est le rôle en tant que fournisseur, partenaire, d'aller apporter justement des garanties sur ce que la société fait elle-même et quelle est sa propre démarche en fait de RSE. Voilà. Si je reprends encore une fois chez Amadeus, nous intégrons cet aspect. Nous avons tout un programme, par exemple, tout à l'heure, on parlait du handicap, notamment sur tout ce qui est l'adaptation sur le poste du travail, les facilities, voilà, dans les buildings. Nous avons l'accompagnement aussi dans la vie professionnelle, donc on a régulièrement aussi des études sur le stress au travail. On essaie de comprendre en fait le well-being des employés. Il y a aussi toute la partie, un axe sur les femmes. On a ce qu'on appelle donc le Amadeus Women Network. Il y a aussi souvent voilà, des conférences, des échanges, et aussi sur la communauté LGBT+, qui fait des sessions de sensibilisation et d'échange. Après, je pense qu'il est important de dire aussi, il y a l'aspect international. Aujourd'hui, Amadeus, c'est 80 nationalités et autant d'accents. Donc, c'est vrai que la diversité fait partie de notre ADN et on cultive ça au quotidien. Donc, je pense que vraiment, voilà, le fournisseur de technologie que nous sommes doit être très impliqué, aider les corporations, les clients dans leur démarche RSE. Et on voit aussi quelque chose qui est assez émergent, c'est que ça permet aussi d'attirer des talents. Donc, on voit beaucoup que dans ces critères RSE, ça permet d'attirer des nouvelles personnes, peut-être des générations plus jeunes. Et on nous dit effectivement qu'un outil de Travel Expense, c'est un élément significatif dans la sélection. Effectivement, ça, c'est des réponses du coup qu'un fournisseur de techno tel qu'Amadeus l'est, en fait, doit pouvoir apporter en tant que fournisseur à l'entreprise. Donc souvent, on parle de QVT, qualité de vie au travail, hein, c'est ce qu'on était en train de dire. Finalement, on peut peut-être transposer ça dans le business travel en QVV, donc qualité de vie au voyage. C'est quand même un point important dans la gestion des déplacements professionnels parce que ça doit englober la sûreté de mon voyageur, mais ça doit aussi englober le bien-être du voyageur lors de son déplacement. Du coup, c'est des choses qui sont quand même à pas omettre et ça fait, on l'oublie souvent, mais ça fait partie intégrale des piliers de la RSE et du sociétal. Du coup, Jean-Christophe, si on se focus peut-être plus d'un point de vue techno et pas d'un point de vue fournisseur, comment une solution technologique de Travel & Expense peut répondre à ces piliers-là? Eh bien, en fait, il y a plusieurs éléments de réponse. Et c'est vrai que… tiens, j'ai disparu de l'écran. Mais je suis toujours là, la caméra bouge. On va corriger le tir. Mais je peux continuer de répondre. Voilà, donc… on essaye de se décaler, les joies du « elle me suit ». La caméra a décidé. Voilà. Les joies du direct. Les joies du direct en plein live, je dirais. Bon, donc… pour répondre à la question sur comment un éditeur peut apporter des solutions sur ces aspects-là, alors en tant qu'éditeur, on ne contrôle pas tout. Hein. Par exemple, on n'a aucune responsabilité sur l'aspect vidéo, caméra de cette session. Mais pour des voyageurs, on peut aller assez loin et notamment, on a fait d'ailleurs une session il y a 2 jours là, avec le GBTA sur tout l'impact qu'on peut avoir sur ce qu'on appelle le capital social de l'entreprise. Donc, c'est vraiment un élément important de ces piliers RSE et de pouvoir mettre au cœur des déplacements professionnels et même des réunions de travail. La technologie, ça fait partie aussi du métier d'éditeur, notamment au sein de Cytric. Alors, je parle un peu de notre partenariat avec Microsoft parce que nous, on considère qu'on peut apporter un certain nombre de services pour rendre la vie des voyageurs beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide, en travaillant justement sur recréer le lien. On se rend compte que cette période de Covid a accentué toute la phase de travail hybride, qu'on a été complètement en réunion, ce type de réunion-là, complètement virtuelle, à 100% pendant un certain temps. Là, on a un mélange entre des réunions virtuelles et des réels déplacements. Et avec la solution Easy, eh bien, on permet aux voyageurs, aux employés, aux collaborateurs de pouvoir trouver un très bon équilibre entre les deux et donc de pouvoir bénéficier d'une véritable qualité de vie
au voyage et en réunion de travail. Donc, Easy apporte ces solutions-là. Il y a un autre aspect qui est important et qui permet d'avoir un impact aussi sur cet aspect RSE, qui est tout le travail qu'on peut apporter sur l'accessibilité, en fait. Et donc, nous, on a des équipes, par exemple, qui travaillent en permanence sur la user interface, sur l'interface utilisateur, de telle manière à ce qu'on puisse permettre aux personnes qui ont un handicap visuel de pouvoir faire les réservations grâce à une solution qui soit parfaitement lisible pour tous. Et puis, un dernier point que tu as aussi soulevé, c'est que les entreprises ont un devoir de diligence aussi vis-à-vis de leurs collaborateurs et notamment vis-à-vis de leurs voyageurs. Et la technologie, là, peut apporter un certain nombre d'éléments pour permettre de checker où se situent les voyageurs, de pouvoir les rapatrier en temps réel quand il y a des zones à risque, quand ils se situent dans des zones à risque, ou bien même de pouvoir les assurer avec des partenaires spécialisés comme AXA. Donc là encore, l'offre qu'on peut proposer aux entreprises est extrêmement large. Merci Jean-Christophe. Je propose juste qu'on fasse un essai. Vu que la caméra a décidé de me suivre, je vais me mettre au milieu. Allez, ça marche. Pour simplifier. Voilà. Peut-être que du coup, voilà. Ok, très bien. On est bon techniquement. Voilà. On peut libérer Caroline. Donc, oui, effectivement. Donc, pour reprendre, merci pour ces éléments sur le levier sociétal. Et effectivement, c'est là où on se rend compte que une solution TNI doit répondre aussi à ces leviers. Sinon, cette solution, elle ne peut pas être adoptée maintenant dans une entreprise. La solution de Travel and Expense doit pouvoir apporter des réponses tant environnementales, certes, mais aussi des réponses sociétales en termes d'accessibilité, parce que sinon, elle ne va pas aider l'entreprise dans la stratégie qu'elle souhaite mettre en place. Et puis, il ne faudrait pas que saisir ou réserver son voyage, saisir sa note de frais ou réserver son voyage devienne un calvaire, parce que là, en termes d'adoption, absolument. Et si je peux rajouter un point, il y a effectivement les aspects d'adoption, et Emmanuel en parlait tout à l'heure aussi, il y a tout ce qui concerne la rétention des talents. C'est vrai que apporter des solutions pour des voyageurs permet de faciliter leur vie au quotidien. Et puis, l'attractivité aussi d'une entreprise pour souvent maintenant dans les programmes People and Culture ou RH, la politique voyage fait partie d'un élément qui peut être attractif pour des nouveaux collaborateurs. Tout à fait. Et avoir des solutions innovantes, c'est quand même très intéressant pour attirer des jeunes potentiellement au niveau RH. Bon, néanmoins, on ne va quand même pas fermer les yeux sur un des axes qu'on évite depuis tout à l'heure, on en parle, mais on l'évite, qui est l'axe environnemental. L'industrie du voyage a quand même un impact très important sur la planète. Du coup, Emmanuel, est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur ça? Oui, alors c'est vrai, les statistiques sont là, les mesures. Donc, on sait que 98% des émissions du voyage d'affaires viennent de l'aérien. Et on sait aussi que quand on voyage en classe affaires, ça émet 3 fois plus qu'un vol similaire en économie. Donc, ça, c'est vrai, mais c'est un fait. Mais je pense aussi que justement, c'est notre rôle de faire partie de la solution. Donc, à savoir, donc, comme on l'expliquait tout à l'heure, il faut accompagner l'industrie du voyage en leur donnant l'optimisation de l'écosystème, en nouant des partenariats aussi pour établir des standards. Parce qu'aujourd'hui, on en manque. Donc, petit à petit, il va falloir les construire. Il y a aussi des possibilités aujourd'hui qui commencent à émerger, notamment sur l'aspect carburant. Donc, on entend beaucoup parler des SAF, Sustainable Aviation Fuel. Donc, c'est des points d'investissement et d'attention. Et vraiment, voilà, tout ce qui est optimisation du CO2, la notion de digitalisation. Donc, en tant qu'outil informatique, en fait, digitaliser, ça permettra aussi de faire des efforts. Donc, tout ça est en marche, tout ça est en place pour qu'on puisse nous-mêmes réduire notre impact et aider les entreprises à réduire le leur. Et cette collaboration, encore une fois, elle est clé. Je m'appuie encore une fois sur une étude qu'on a faite l'année dernière avec
c'était des sociétés de procurement, donc d'achat, donc c'était plutôt basé sur l'Amérique du Nord. Mais c'est vrai que 78% des gens qui étaient interrogés, donc c'était responsable achat et travel manager, disaient que pour eux, c'était un axe prioritaire, une initiative très importante sur tout ce qui était pour construire leur politique de voyage. Donc maintenant, c'est un élément qu'ils vont mettre en place, et Jean-Christophe en parlait d'ailleurs dans les RFP. Et nous, en fait aussi, je reviens, on s'appuie sur nos collaborateurs. On a des développeurs, on a des experts, on a des ingénieurs, on a même maintenant des ressources dédiées sur la RSE qui nous permettent de comprendre l'écosystème, de travailler, et des investissements, voilà, qui j'espère petit à petit nous permettront de grandir et d'avancer sur ce sujet. En effet, c'est vrai que la techno est efficace. Certes, la technologie, c'est quand même quelque chose d'ultra important, mais en fait, finalement, voyager de manière plus intelligente est un des axes les plus importants que doit apporter un éditeur. Du coup, concrètement, comment ça se traduit dans une solution de Travel & Expense, Jean-Christophe? Oui, alors, je dirais même que notre vocation, c'est aussi d'accompagner les entreprises sur toutes ces évolutions qui sont quand même très récentes. Je parlais du mode hybride tout à l'heure, et un des meilleurs moyens, peut-être en tant qu'Amadeus, je ne devrais pas dire ça, mais un des meilleurs moyens de freiner cet impact de CO2 sur l'environnement, c'est de voyager moins. Et c'est aussi une tendance que l'on voit. Et quand je parlais de mode hybride, eh bien, notre vocation, c'est aussi d'apporter ces solutions hybrides pour accompagner les entreprises dans leur nouveau mode de fonctionnement. Donc ça, c'est un premier point assez général. Après, de manière précise sur les solutions qu'on peut apporter en tant qu'éditeur d'OBT, eh bien, c'est de travailler sur avec les travel managers, avec les acheteurs voyage, de travailler sur les programmes et d'accompagner donc les clients sur leur programme voyage de telle manière à ce que un programme voyage plus vert, avec des critères précis dont je parlais en préambule, soit intégré directement dans les solutions et donc dans la politique voyage. Donc ça, c'est un premier point. Concrètement, ça se manifeste comment? C'est par exemple, de mettre en avant, et c'est ce qu'on constate déjà beaucoup sur un grand nombre d'entreprises, de mettre en avant le train par rapport à l'aérien, puisque l'impact est quand même moins négatif sur l'environnement. Donc, dans la mesure où on peut le faire sur un Paris-New York, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, sur du trafic national, c'est quelque chose qu'on a vu vraiment évoluer. Et les outils permettent de switcher très, très rapidement. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, on a parlé de tout l'aspect lisibilité des outils. Donc, c'est l'information et c'est comment un voyageur, au moment de sa réservation, va avoir une information renforcée sur le transport qui aura le moins d'impact. Donc, avec des systèmes très simples de logos, de très, très, très visuels. Ça, on s'aperçoit aussi que ça a un impact très positif. Finalement, je te coupe, mais on parlait de quand il y a eu les SBT, avec la mise en place des politiques voyage dans les SBT, on parlait de culpabilité visuelle avec tout ce que ça apportait. Finalement, on fait un peu la même chose. Oui, il y a effectivement… Alors, c'est pas de la culpabilité, mais c'est comment on apporte visuellement l'information. Absolument. Moi, j'appellerais ça plutôt une responsabilisation. On est dans cette logique de responsabilisation quand on parle de RSE et de communication et de sensibilisation, parce qu'il faut faire aussi adhérer l'ensemble des voyageurs à ces nouveaux comportements. Donc, ça, c'est un premier. Il y a aussi, en termes de lisibilité, nous, ce qu'on apporte, par exemple, c'est de pouvoir visualiser, donc avant même le voyage. On a développé un système qui permet d'avoir une jauge avec des critères très précis sur l'impact que peut avoir mon voyage, et on peut déterminer des objectifs, là encore, très précis, par entreprise, par département, par individu, pour savoir où j'en suis dans mon impact environnemental. Donc ça sensibilise encore davantage le voyageur. Et puis, il y a un autre point aussi qu'on met en avant, qui est en quelque sorte une espèce de gamification, de telle manière aussi à impliquer toujours le voyageur, bien entendu, toujours avant le déplacement, avant l'impact, puisque après, c'est un petit peu trop tard. Autre aspect,
dans cette réunion mouvementée, c'est effectivement le pilotage a posteriori. Là, j'ai parlé de tout ce qu'on pouvait faire en amont. L'intérêt aussi maintenant, c'est de pouvoir piloter de manière très, très précise jusqu'au niveau du département et avoir des statistiques qui soient accessibles facilement, qui soient précises et qui soient aussi le plus standardisées et universel possible. Ça, c'est un sujet qui est très important et sur lequel nous, Amadeus, on est aussi impliqués, c'est-à-dire qu'on fait partie d'une organisation internationale. Ce qui est difficile, en fait, c'est de définir des normes qui soient reconnues par tous. Donc, on est en train de créer cette norme. Le travail, il est en cours. Et dans cette organisation, on travaille avec des sociétés comme Google, comme Apple, comme Booking, par exemple, ou Expedia, pour définir une norme commune qui soit reconnue, acceptée et validée par tous, et de telle manière à ce qu'à un niveau mondial, on parle exactement de la même chose le même langage. et le même langage. Oui, c'est la coalition Travaliste que Amadeus a rejoint récemment. Absolument. Et puis, il y a, là on parle beaucoup de travel, mais le travel est quand même extrêmement lié à la partie expense. Emmanuel a évoqué tout à l'heure les aspects de digitalisation. Et c'est vrai que eh bien, quand vous digitalisez en fait l'ensemble de cette chaîne, l'impact aussi environnemental est quand même optimisé. Et c'est dans ce sens-là qu'on apporte quand même énormément de solutions aux entreprises sur cet aspect. Alors là, on est sur le pilier sustainabilité à 200%. On peut parler peut-être de l'optimisation aussi avec Cytric Easy, la possibilité de partager aussi certains transferts. Absolument. On a testé déjà. On peut avoir, effectivement, on a déjà des retours d'expérience puisqu'on a lancé Cytric Easy avec notre partenaire Microsoft il y a déjà un petit peu plus d'un an maintenant. Et donc, on a les premiers retours d'expérience avec des sociétés comme Aegis, par exemple, qui nous disent, ben voilà, le fait de pouvoir rester dans le même environnement, par exemple Teams, et de pouvoir réserver très facilement, de pouvoir partager, d'avoir l'information que finalement, j'ai un certain nombre de collaborateurs qui font le même voyage que moi, alors avant je ne le savais pas. Je partage cette information-là, je partage le même vol, je partage le même taxi. Donc, on a aussi un impact à la fois, plutôt que de prendre 4 taxis quand je pars de Madrid et que j'arrive à Nice, j'en prends plus qu'un seul. Donc, l'impact environnemental, il est réduit. L'aspect économique est aussi optimisé. Et puis, le retour aussi sur investissement, parce qu'on est beaucoup maintenant avec tout ce qui concerne la data analyse, sur la possibilité de croiser un certain nombre de données pour faire en sorte que le retour sur investissement soit optimisé. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on va voyager peut-être moins, mais on va voyager plus efficace, on va voyager mieux. Et c'est dans ce sens-là aussi qu'on apporte un certain nombre de solutions. Bon, et effectivement, c'est vrai que souvent, on s'arrête au fait que réserver mon voyage, je clique sur réserver et c'est terminé. Mais finalement, une solution, un éditeur et une solution technologique doivent apporter des solutions tant avant, pendant le voyage, mais après. Et du coup, Emmanuel, au niveau d'un éditeur, comment ça se traduit a posteriori? Oui, alors, on dit toujours, il y a un adage, ce qu'on ne peut pas mesurer, on ne peut pas le gérer. Donc, c'est vrai que c'est clé d'avoir, donc on parlait tout à l'heure de standards, donc d'avoir déjà les bonnes données et pouvoir donc les avoir dans des outils, pouvoir faire de la modélisation, faire de l'analytics. Donc là, typiquement sur Cytric, on a un outil qui s'appelle Cytric Insight, mais voilà, qui permet de connaître exactement où on en est dans sa politique de voyage, sur les différents types de voyages aussi, donc sur l'aérien, sur le rail, et pouvoir voir ça donc par département, par équipe, pouvoir mesurer tout cet aspect est très important. Et aussi donc pouvoir compenser. Donc quand le voyage à un moment donné, donc il est inévitable, il y a un autre levier qui est la compensation. En anglais, on appelle ça de l'offsetting. Donc on peut décider d'aller investir sur des actions. C'est vraiment donc le levier ultime, et on sait qu'en tout cas la donnée nous permet de boucler cette boucle et d'essayer d'implémenter ça. Eh bien, merci à tous les deux
pour ces informations qui nous permettent de voir vraiment qu'un éditeur, mais aussi un outil, une solution de travel and expense, ne sert pas uniquement à réserver un voyage ou à faire une note de frais. Parce que c'est vrai que souvent, on s'arrête à ça. Et du coup, c'est important que les entreprises puissent prendre en considération le fait que l'éditeur ou la solution peut les accompagner, peut accompagner l'entreprise dans la mise en place de sa stratégie RSE. Durant cet échange, c'est vrai qu'on a vu tous les paliers de la RSE, tous les leviers de la RSE, et que du coup, l'outil pouvait, et le fournisseur, pouvait amener des réponses sur chaque levier. Du coup, clairement, un OBT, un Online Booking Tool, ou un SBT, ou un outil de réservation en ligne, comme on veut. Hein, moi, j'aime bien le mot solution. On apporte vraiment des solutions. C'est vraiment, ça doit devenir un partenaire pour l'entreprise. Et d'ailleurs, quand on parle RSE, on parle souvent partenaire, on ne parle pas fournisseur, pour apporter des solutions, des solutions qui répondent à la stratégie de l'entreprise. Mais il ne faut pas oublier quand même que la RSE, c'est pas que de l'accessibilité, c'est pas que on va dire l'environnement. Il y a aussi une notion importante qui est la cybersécurité, sur laquelle la solution doit aussi du coup apporter des réponses, parce que il faut le savoir, dans les sujets de la RSE, on a la RGPD, on a la sécurisation de la donnée de mon personnel. Et donc, c'est primordial quand on choisit une solution qui répond aussi donc à des besoins opérationnels, mais qui répond aussi à des sujets RSE, de prendre une solution qui répond aussi à des sujets de cybersécurité. Jean-Christophe, peut-être une conclusion pour les nombreuses personnes qui nous écoutent ou qui vont regarder le replay? D'accord, avec plaisir. Donc, pour les nombreuses personnes qui nous écoutent et qui nous suivent avec la selon vidéo, la caméra, voilà. Il y a effectivement, on l'a un peu dit, c'est-à-dire que c'est un travail en partenariat qui se fait avec les différents prestataires, pas seulement les éditeurs de solutions, mais vous savez très bien qu'on est dans un écosystème où on est tous imbriqués les uns les autres. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir déjà dans votre cahier des charges des objectifs qui soient clairs, parce que jusqu'il y a encore quelques temps, les objectifs n'étaient pas, les objectifs des entreprises n'étaient pas forcément clairement exprimés. Donc, ce qui est important aussi, c'est d'avoir de sourcer. Moi, c'est ce que je disais encore il y a 2 jours au GBTA, mais c'est vrai de pouvoir benchmarker en fait les différentes solutions. De savoir jusqu'où elles peuvent aller, parce que les solutions aujourd'hui ont beaucoup accéléré, mais ont toujours certaines limites, que ce soit l'ensemble des solutions du marché. Donc, avoir une connaissance parfaite de ce sujet-là, et aussi impliquer, c'est une recommandation encore, que les travel managers, que les acheteurs impliquent également, et on le voit, hein, ça commence à progresser de plus en plus. Différents départements aussi, d'autres départements au sein de l'entreprise, que peuvent être les départements RH. On a beaucoup parlé de bien-être et comment on peut aussi, grâce aux solutions, fédérer, préserver, améliorer le capital social de l'entreprise. Je crois que c'est une des très grandes priorités des chefs d'entreprise actuellement et des managers aussi. Donc ça, c'est quelques recommandations que je peux donner à notre audience dans ce webinaire mouvementé. Moi, j'en aurais peut-être une en plus, c'est d'avoir en tête que mettre en place une stratégie de manière générale, c'est un investissement pour l'entreprise, et que du coup, mettre en place une stratégie RSE, c'est un investissement. Absolument. Encore une fois, merci à tous les deux pour ces éclaircissements. Merci à vous. Du coup, comme vous l'aurez compris, si vous souhaitez intégrer la RSE dans la gestion des déplacements professionnels, il faut voir large. Il ne faut pas voir uniquement environnemental ou calcul de CO2, mais il faut peut-être creuser les sujets de sûreté. Est-ce que mon voyageur ou ma voyageuse, parce que finalement, est-ce que les besoins de sûreté sont les mêmes selon un homme qui voyage ou une femme qui voyage, sont bien dans leur déplacement? Est-ce que je ne dois pas revoir ma politique voyage avec du temps de trajet utile?
Est-ce que mes fournisseurs peuvent m'accompagner dans ma démarche? Parce qu'en fait, quelquefois, on croit que la solution, elle est qu'interne, mais finalement, la solution, elle est peut-être externe. Et je pense qu'on l'a bien vu ce matin, que les éditeurs et les solutions qu'ils proposent peuvent apporter des réponses. Et du coup, moi, je pense qu'en conclusion, j'ai peut-être une chose, c'est que du coup, ici, et je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais on parle peut-être pas de QVT. Donc, pour revenir sur ce que je disais, qui est la qualité de vie au travail, mais on parle bien de QVV, donc de qualité de vie en voyage, et du coup, comment mieux voyager au sein de l'entreprise. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, je vais regarder. Alors, je pose la question. Donc, bonjour. Quels sont les exemples concrets de développement produit SBT disponibles permettant de mettre en pratique ma politique RSE? On n'est pas là pour parler que de nous, mais c'est vrai que sur Cytric et notamment avec Cytric Easy, on peut aller très très loin dans la mise en place de la politique RSE de l'entreprise sur les différents piliers qu'on a évoqués. Donc, je vous invite à nous rencontrer. Une deuxième question. Donc, je n'ai pas compris le côté gamification. Pourriez-vous être plus précis? Oui, tu veux que j'explique? En fait, je parle peut-être qu'en français, on parle aussi de incentive, c'est-à-dire on s'est bien rendu compte qu'il est important d'influencer en fait le voyageur le plus tôt possible dans le processus de voyage. Et donc, en fait, il peut y avoir des leviers à la fois par des messages et par des systèmes de récompense. Donc, si vous faites éventuellement un choix sur un trajet plus durable, identifié plus durable avec la data, bien sûr, la donnée associée, il y a en fait des sociétés qui proposent une récompense. Alors, c'est pas que dans l'environnement durable, hein, ça existe sur plein de sujets. Et voilà, la gamification, c'est cette incentivisation, ou en tout cas ce système de récompense qui permet et vraiment d'influencer. C'est des choses qu'on a identifiées. En tout cas, plus on peut prendre les bonnes décisions dès le début. Et quand on ne sait pas, peut-être des fois un petit peu les pousser. Le travel manager peut mettre ça en place dans sa politique. Merci Manuel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas. Alors moi, j'en ai une, peut-être en conclusion. Alors, travaillant dans le business travel, c'est peut-être une question bizarre à se poser, mais finalement, la solution, est-ce que ce ne serait pas de voyager moins en plus de mieux voyager? Je la prends celle-là, d'accord. Oui, c'est clair que de toute façon, on voit qu'il y a déjà une tendance à voyager moins, parce que peut-être y a-t-il eu quelques excès, je dirais, et puis avec la pratique des réunions virtuelles, avec la pratique de Teams, par exemple, on se rend compte que certains déplacements qu'on faisait n'étaient pas forcément nécessaires et qu'on arrive très bien à tomber d'accord au cours d'une réunion virtuelle, par exemple. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qu'il faut, c'est trouver le bon équilibre, parce que dans une des enquêtes qu'on a menées, sur 500 grandes sociétés internationales, eh bien, les présidents estiment, les managers, les présidents, etc., les dirigeants d'entreprise estiment que, il ne faut pas l'oublier, hein, une entreprise est là pour faire du business aussi. Je pense qu'il y a l'aspect économique quand même aussi dans cet aspect RSE, et que ce sont les premières entreprises qui vont retourner sur le terrain pour aller conquérir de nouveaux marchés qui vont être les meilleurs par rapport à leurs compétiteurs et qui donc dans cet aspect de ROI vont aussi. Donc ce qui compte, c'est vraiment pas forcément, c'est l'équilibre, quoi. Moi, je dis toujours, c'est l'équilibre. Donc, pas forcément tout arrêter, parce que là, je pense que et puis on parle de business, mais il y a aussi quand vous devez aller construire un pipeline ou réparer une centrale, je pense que c'est vital d'y aller. Donc voilà. Donc il y a effectivement une commune mesure
à aborder. Et c'est dans ce sens-là que cet équilibre entre la réunion, enfin l'hybride, quoi, vraiment, encore une fois, hein, la réunion virtuelle permet de débloquer certaines situations et d'avancer, alors que sur d'autres situations, c'est le déplacement réel qui le permet. Donc, de toute façon, il y a déjà moins de voyages. À l'avenir, nous, on estime qu'il y en aura certainement moins. Il n'y aura pas une reprise, tout le monde fait la référence à 2019, mais il n'y aura certainement pas cette reprise à isopérimètre à 2019. Les voyages, il y en aura moins. En tout cas, en nombre. Voilà, exactement. Et ils sont certainement, ils sont déjà en fait plus longs pour être plus efficients, productifs et rentables. Et construire le capital social, ouais. Comment l'expliquer. Eh ben, merci beaucoup pour tous ces échanges, cet enrichissement sur la partie sur comment une solution et un éditeur du coup peuvent accompagner les entreprises. Et je remercie aussi les personnes qui étaient présentes et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.